Bee Scott est une chanteuse, interprète américaine passionnée de folk, de soul et surtout de rock, et notamment de Janis Joplin, à qui elle a consacré d'ailleurs un album et aussi une tournée. Le grand public l'a redécouverte récemment grâce à l'émission The Voice à la RTBF. Bonsoir Bee Scott. Bonsoir. Merci d'être là Bee. Alors j'ai cité juste à l'instant Janis Joplin, qui a disparu en 1970, quand même, ça fait longtemps maintenant. J'ai l'impression qu'elle vous suit depuis très longtemps, un petit peu comme une bonne fée, comme ça. Et en même temps, elle est quand même décédée d'une overdose. Est-ce que le rock, c'est forcément quelque chose de noir? Non, ce n'est pas quelque chose de noir, mais surtout à l'époque, dans les années 70, c'était un air d'expérience. On testait tout. Oui, on testait tout et en plus, on l'encourageait. C'est pas comme aujourd'hui, on dit « say no to drugs », et on dit « no à la drogue ». Là, à l'époque, avec Timothy Leary et d'autres personnes qui disaient qu'il fallait s'ouvrir l'esprit, il fallait être plus expérimental, quitter tout ce qui était établi, ben, c'est un peu normal qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui ont perdu leur vie parce que c'était un petit peu à la mode. Donc c'est pas quelque chose, c'est ça que vous voulez dire, c'est pas quelque chose de noir, de négatif spécialement, non, c'est au contraire c'est ouvert. Non, regarde, il y a plein de trucs dans le rock and roll, I Love Rock and Roll de Joan Jett, il y a plein de choses qui sont très positives. C'est dans tous les milieux culturels, c'est juste plus facile qu'on nous offre ce genre de récréation, disons. C'est plus accessible? Et c'est plus accessible parce que ça fait un peu partie du milieu depuis toujours, que ce soit dans comme les écrivains, les poètes, c'est tout un petit peu des explosés. Moi, je trouve que le rock and roll, c'est pas noir. Je trouve simplement que d'avoir trop de temps entre des prises, trop de temps sur les mains et trop de facilité au moment où ta famille te manque, ta maison te manque, tu es sur la route. C'est très facile de tomber là-dedans. Comme je dis, c'est recreation. Et une fois que ça devient une intoxication et plus important que l'art, là, il y a un problème. Il faut voir quelqu'un de spécialisé là-dedans. Il y a quelque chose d'autre dans le rock aussi, et notamment chez Janis Joplin, c'est le côté rebelle. C'était une chanteuse rebelle. Vous avez été aussi très rebelle. Qu'est-ce qui reste de votre rébellion aujourd'hui, un peu de tout, en fait. Je suis toujours en train de râler. Je suis toujours la râleuse, ceux qui pètent des plombs sur les plateaux, qui jure je suis le capitaine Haddock de l'RTB. Mais est-ce qu'on est encore rebelle contre la société, contre un fait politique? Il y a plein de trucs, oui, mais aujourd'hui, au lieu de que ça soit dans un contexte généralisé, je suis de gauche, donc tout ce qui est de droite, c'est nul. Ça, je suis plus comme ça, je suis plus sélective peut-être, et ça, c'est grâce à l'expérience et de vieillir dans une société qui ne évolue pas toujours comme nous on veut, mais qu'on est forcé quelque part de voir du bien sur les deux côtés. Et là, quand je râle, c'est peut-être plus spécifique. Mais j'ai quand même l'impression que je râle toujours un peu sur les mêmes trucs depuis, Donc, il y a un fond. depuis les années 70. Il y a un fond qui reste. Alors, vous êtes né en 1959, très loin de Bruxelles, en Alabama. L'Alabama, c'est près du golfe du Mexique, dans une petite ville qui s'appelle Bay Minette, c'est ça? En fait, j'étais née à Mobile. Oui, c'est ça, quelques kilomètres de là. Parce que j'ai fait mes études à Bay Minette. C'est drôle de nom, hein? Bay Minette, c'est spécial, oui. C'est bizarre, hein? Alors là, on est vraiment dans le sud des États-Unis. Plus sud que ça, tu te mouilles les fesses, je l'ai dit. Il y a une église dans ce coin, une église baptiste, je crois. Il y en a plein, il y en a des tonnes. Là où il y en a une que vous côtoyez, où vous chantez dans une chorale. Là où j'ai appris à chanter dans l'église, j'ai chanté dans un choral avant de savoir lire. Ah oui. Et parce que j'apprenais les chansons par cœur. Oui, par cœur. C'est ma grand-mère et mon papa qui m'a aidé de les apprendre. J'avais une mémoire auditive assez développée. Et j'étais surtout très chiante.
J'ai scié les côtes de tout le monde. Je voulais absolument chanter dans le choral. J'avais Pourquoi? 5 ans et demi. Pourquoi? Parce que pour moi, je voulais monter sur scène, quoi. C'était le seul lieu, venue qui Ouais. était disponible pour quelqu'un de 5 ans et demi, 6 ans. Et il y a le prêtre de cette église, en fait, qui se trouve à Shiloh. Et là où habite ma grand-mère. Les premiers 6-7 ans de ma vie, Oui. j'ai vécu avec ma grand-mère. Et c'est là où je crois, ces premiers 6-7 ans de ma vie a vraiment forgé qui je suis maintenant. J'ai appris ce que c'était l'amour inconditionnel. J'ai appris qu'on peut prester, chanter, mais on doit le faire avec le cœur. On doit rester sérieux, mais il faut que ça nous plaise aussi. Il faut pas. L'église dans laquelle j'étais élevée avait 75 membres. C'est tout petit. Tout le monde connaissait tout le monde. C'était Donc, le c'était gospel. plus un club. Ouais. C'était le l'église. gospel, ça. C'était Lydie? le gospel des Blancs. Donc, Ouais. c'est un petit peu moins formaté que les chants d'église catholique et quand même un petit peu moins chouette que l'église méthodiste black. Ouais. Ah ouais. Ça Donc, on bougeait est un moins. petit peu entre les deux. Donc, ouais. mais dans le gospel, ça avait beaucoup de swing aussi. Beaucoup Alors, plus. vous alliez à cette chorale pour chanter, Mhm. pour fuir aussi peut-être un milieu familial. Vous étiez chez votre grand-mère, vous avez un Non, beau-père difficile. non, en fait, dans la chronologie, Oui. les années passées avec ma grand-mère, ça c'était absolument pure merveille. Et quand ma mère et mon père sont séparés, Oui. divorcés, et on a dû tous déménager avec ma mère vers Bay Minette, là, mon monde s'est écroulé. Et là, à partir de mes 10-11 ans, tout commençait à tomber en miettes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'environnement familial qui Oui, n'allait alors pas. là, parce que la situation avec mon beau-père n'était pas facile. Et puis, à partir de là, j'ai juste... Et j'étais déracinée de tout ce que j'adorais aussi, qui était près de chez ma grand-mère. Je n'étais plus en train d'être couvée ou recevoir des leçons morales normaux, quoi. J'avais plus de repères. Et donc, j'ai un peu commencé à dire qu'il fallait que je m'enfuis. Et ça m'a pris quelques années Ouais. d'être assez grande de me barrer, mais une fois que j'ai vu l'opportunité, Un jour, comme une flèche. vous aviez 17 ans, Beverly, vous aviez Ouais. 17 ans quand vous avez décidé de quitter la maison. Oui. Et vous êtes parti comme ça, avec juste votre Une guitare. besace, une guitare, le chant dans tout. la tête. Et vous êtes parti où? Ben, Nouvelle-Orléans, Californie? Well, d'abord, j'ai parti au nord avec une copine noire, une copine black. J'ai parti au nord un petit peu, je suis redescendue un petit peu en Alabama, puis Nouvelle-Orléans, Californie. De Californie, je suis venue ici en Belgique, Ouais. mais ça a pris quelques années. Ouais. On est dans les années 70 aux États-Unis, une Amérique encore très puritaine à Très. l'époque, Surtout dans le sud. oui, surtout dans le sud. Et vous tombez enceinte. Mhm. Problème évidemment là-bas par rapport à la société, Ah oui, gros par rapport à problème. votre famille. Gros problème, oui. Qu'est-ce qui se passe? La petite Joanne naît, et puis Joanna, quand elle est née, j'ai travaillé dans une usine, je faisais la musique le week-end, donc je travaillais pour ainsi dire tous les jours de la semaine. Et je le prenais avec moi, elle était à la crèche quand j'ai travaillé à l'usine, crèche qui était toute près, Ouais. bonne crèche. Le week-end, elle était soit avec une de mes sœurs ou soit avec moi. Mais ça posait toujours des problèmes. Quoi que je faisais, c'était pas bon. De toute façon, j'étais déjà marquée. Mère célibataire, j'étais déjà damnée d'avance, quoi. c'est-à-dire avoir un enfant sans être marié, c'est ça Ah que oui. vous voulez dire? Oui, oui. Ouais. Oui, c'était un big problème, là. Et ça, votre famille n'accepte pas du tout? Non, ils n'étaient pas particulièrement cool avec ça. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Ouais. Moi, j'ai toujours été bosseuse, j'ai toujours travaillé. Alors, moi, encore maintenant, je bosse, je suis une bosseuse, je bosse. C'est une fuite de bosser ou c'est au contraire quelque chose qui vous ressource ailleurs? Yeah, je suppose que c'est les deux, you know. Peut-être à l'époque, c'était juste d'essayer d'avoir les moyens de vivre de mes propres gains, mais Ouais. qui n'était pas évident. Et puis, par la suite, c'est
peut-être parce que quand j'ai rien à faire, je deviens embêtant et agressive. Il vaut mieux que je sois occupée. Mais vous travailliez en usine, vous chantiez aussi déjà à l'époque, quand vous étiez Sure. un petit peu le soir Le week-end, je chantais dans les bars jusqu'à une certaine heure parce que j'étais quand même toujours mineure aux yeux de la loi ouais, américaine. américaine. Et donc, je pouvais chanter jusqu'à, disons, 9 heures, mais c'était parfait. Là, c'est comme ça, quand j'ai quitté l'usine le vendredi, je pouvais chanter. Et je faisais des allers-retours avec la petite. Et c'est ça qui a enragé la famille, qui était sûre que j'allais le tuer en le tromballant avec moi. Tu vas le tuer, cet enfant. Mais pas du tout. Donc, j'ai commencé à le laisser en babysit. Et puis là, on a dit Là, que je le laissais trop. Alors, je ne m'en sortais pas, c'est tout. J'étais jeune, j'avais 19 ans. Et donc, on vous l'a retiré, votre enfant? Yeah, c'est un petit peu condensé, mais c'est ça qui a fini par arriver, quoi. Ouais. Alors là, c'est le point de rupture, on va dire. Ouais, je foutu le camp, de nouveau. Mais plus loin cette fois-ci. Yeah, fallait faire ce que je devais faire, quoi. Ouais. Pourquoi l'Europe, Piggy? Oh, c'est quelqu'un que je connaissais, qui connaissait des gens ici. Ah, c'est un hasard, c'est pas spécialement Oui, c'est un hasard, c'est européen. tout à fait un hasard. Ça aurait pu être quelqu'un, si je connaissais quelqu'un en Chine, peut-être c'est moins évident. En Europe, c'était plus évident, évidemment. Alors, vous débarquez à Bruxelles dans les années 80. Mhm. C'était comment vous vous souvenez des premiers jours Ah, quand vous êtes arrivé bon, ici? j'étais un peu chamboulée, tout ça dans ma tête, mais il y avait une partie de moi qui était émerveillée, qui était très content. J'étais loin, j'étais heureuse d'être quelque part où je pouvais me reconstruire, essayer de... Mon côté aventure était wow, you know. J'ai vu des trucs les plus beaux que j'ai vus de ma vie. J'ai entendu des sons qui étaient un langage que les gens comprenaient. Moi, je comprenais rien, mais rien que ces nouveaux sons que j'avais jamais entendus. La langue française. Française, flamand, allemand, tous ces différents langages ça sonnait comme de la musique quelque part, un nouveau musique. Donc, c'était bon pour moi. J'ai un bon souvenir de mes premiers jours ici en Mais qu'est-ce qu'on fait, Bidji, quand on débarque à Bruxelles, qu'on a, je sais pas, vous avez quel âge vous étiez toute jeune encore, hein? J'avais 21 ans. Voilà, 21 ans. 22. On ne connaît pas ni le français ni le néerlandais. Vous aviez des gens que vous connaissiez sur place déjà? Comment ça s'est passé? Non, je connaissais personne ici. C'est ma copine qui connaissait les gens. Puis elle est retournée assez vite. Moi, je suis restée. J'avais pas les moyens de retourner. J'avais pas envie non plus. Et est-ce que quand tu connais rien, tu sais, il y a un truc qu'on appelle grunt and point, qui est et tu pointes. Et quand tu passes ça comme les bébés, tu assimiles assez vite. Une fois de plus, cette mémoire auditive m'a aidée. Donc, je prenais des phrases phonétiquement. Et pas mal de gens parlaient l'anglais aussi. Et là, finalement, parce qu'on voulait communiquer, on a fini par communiquer et la langue est entrée naturellement. Alors, le soir, vous chantiez, vous jouiez de la guitare? La journée, le soir, tout le temps. Dans des endroits, dans le centre de Bruxelles, au Corbeau, des endroits comme ça? Oui, le Corbeau, je n'ai pas connu avant beaucoup d'années plus tard. À l'époque, je chantais la journée dans les petites rues de Boucher. Oui. Et le soir, quand il y avait un jam, c'était le mercredi, il y avait un jam dans un bar qui était juste à côté de Falstaff, qui s'appelait il y avait à côté du Falstaff, ça s'appelait The Double Diamond. Voilà. Ouais. The Double Diamond. And there was also le lion, the Red Lion, lion rouge, qui était pas loin de la Beauce. Le Rainbow, oui, elle avait le Montana Mike's Rainbow. Donc, ces 3 lieux, voyons qu'ils étaient distance de marche de ma coin de rue. À pied avec la guitare. J'ai traversé. Mais alors, Bidji, vous allez tout doucement devenir choriste aussi pour des chanteurs, et parfois des chanteurs très connus même à l'époque, comme Higelin, Souchon, Lavilliers. C'est quoi le passage? Comment vous allez rentrer dans ce circuit-là? Mais en fait,
grâce à ces soirées jam, j'ai rencontré assez de musiciens pour former un petit groupe, avec Raphaël Skillebeck, Barry McNeese et Philippe Maubert, qui s'appelait Jade. Ouais. Donc, avec deux de ces groupes, j'ai rencontré encore plus de musiciens. D'accord. De fil en C'est comme un aiguille. escalier. C'est vraiment comme ça. Et puis, j'étais dans un groupe qui s'appelle By Chance. Et c'est le guitariste de ce groupe, Daniel, qui m'a dit « Tu perds ton temps, tu chantes trop bien, tu devrais essayer de faire les séances studio. Tu n'as qu'à leur dire que tu viens de Californie. Et tu prendrais d'office. » Et là, ouais, ah bon. Donc, avec mon accent du sud des États-Unis, qui est aussi différent de Paris, Californie. de Marseille, c'est complètement différent. J'ai entré, je disais que j'étais de Californie. Et ils vous ont cru? Et ils m'ont cru. Et Ils vous ont cru. j'ai eu plein de boulot. Grâce à ça. Grâce ça, c'est à incroyable. ça. Ouais. Alors, c'est un petit peu après, par la suite. De tous ces chanteurs que vous avez croisés, quel est celui qui vous a le plus marqué? Wow, il y en a tellement. Ouais. Celui qui m'a marqué le plus, peut-être Chris Whitley. Chris Whitley, oui. Chris Whitley, j'ai fait des travaux avec lui, il avait que 19 ans, il me regardait, lui, comme moi, comme si j'étais quelqu'un d'établi, qu'en fait j'étais à peine plus loin que lui. Mais Chris et moi, on a gardé un très bel rapport professionnel et amical. You know, quand même, on ne se voyait pas souvent, mais quand on se voyait, c'était très intensif. Les conversations et les rencontres étaient toujours très bons. Donc lui, il m'a impressionné énormément. Et qui d'autre en France? Paul Personne, peut-être par sa gentillesse, par son côté humain, qui pour moi est rare et important. Donc oui, ça c'est les gens qui m'ont touché jusqu'à l'os. Alors, à un moment donné, Bee Gee, vous vous lancez, vous faites votre premier single, à vous toute seule, 1990. Oui. Vous vous souvenez de ce moment-là aussi? Je suis sûre qu'il va oublier ça. Hein. Oui, quelle bête question. J'avais voulu partir en vacances en France, faire des podiums, et j'ai fini par passer l'été à Béziti avec Disque qu'on aime. Ah oui, c'était l'époque Disque qu'on aime. Oui. Ah oui, c'était marrant comme tout. Là. Oui. Mais ça marchait, ça m'a donné l'opportunité de faire mon premier CD. C'était un album à l'époque. Ouais. Et puis le succès public, le grand succès n'est pas encore là. Il va arriver en 1999 avec un duo bien inspiré avec Arnaud, qui passe encore beaucoup à la radio, tout le monde s'en souvient, un mélange entre Bowie et Gainsbourg. Oui, Jean Balthazar. C'est une création que j'ai faite avec Michel Gudonsky. Oui. Et on a invité Arnaud de venir nous rejoindre pour ce titre. Il a dit oui, je suis très content. Et puis, très marrante, c'était le premier single, entre guillemets, de Arnaud, en fait, qui arrivait dans les tops en France. Et là, tout d'un coup, on vous entend partout, on vous voit partout, toutes les radios, les télévisions. Comment on gère ça? Oh, pas difficilement, parce que pour la plupart du temps, c'est les téléphones qui sonnent, les opportunités qui se proposent, et toi, tu es au taf comme un taré. Tu fais la route, les concerts, tu gères ça assez facile. C'est pas la même chose qu'avec les télé. D'avoir les radios et un peu de télé. J'ai fait, Taratata, on a fait 2 fois Nulle part ailleurs. C'est des émissions clés importantes en France. Ouais. Donc tu gères ça pas trop difficilement parce que dans le cadre du rock, c'est le télé qui change tout. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Pourquoi Bee Gee? Parce que les gens peuvent adorer une chanson, mais vraiment aller voir la personne sur scène, mais ils n'ont pas nécessairement le visage. Oui. Il y a une autre dimension avec la télé, la tête. Les gens, ils ont ça, tatoué dans le cerveau et tu vas manger ton pizza et tu finis par faire en plus, t'es moche, t'es mal fagoté, tu dis, tiens, je vais manger un pizza, et puis finalement, tu fais une séance d'autographe et des photos pour les gamins, qui est marrant, mais you're going like, fou, ça c'est bizarre. Tu peux manger. Pourquoi vous dites t'es moche, tu manges des pizzas? Pourquoi vous dites mais ça? Mais non, mais je dis que parfois ça c'est des trucs qui étaient différents. Oui. Moi, j'ai pas...
tu n'y t'attends pas, quoi. T'attends pas Il faut s'habituer à ça. Oui, il faut à sa s'habituer. tête, oui. Est-ce que vous êtes Les gens quelqu'un... te reconnaissent, tu n'as pas l'habitude. Tu vas manger un pizza, tout d'un coup, il y a 10 gosses, Ah oui. petits gosses qui sont là en disant « Ouais, c'est Madame de Voice ». Et c'est très drôle. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais ça, c'est les différences. Il faut s'habituer à ça, oui. Oui. Ceci dit, après, il va y avoir une espèce de traversée du désert quand même pendant quelques années, Ouais. hein, les années 2000. Yeah, that was tough. Ouais. Bon, il y a Janis Joplin qui sera là, qui va revenir. C'est pour ça que je disais La Petite Fée. Là, elle revient plus ou moins à ce moment-là. Vous faites un album, une tournée aussi. Vous allez jusqu'à l'Olympia d'ailleurs avec Oui. ce spectacle. Oui. J'ai été jusqu'à l'Olympia avec ce spectacle. J'ai l'impression qu'elle vient, Ce n'était que merveille. vous pêcher comme ça. Non? Oui, peut-être. C'est peut-être moi qui pioche Vous, quelque part oui. dans cette énergie, dans cette reconnaissance de cette époque qui m'a tellement nourrie. Le courage qu'il y avait cette fille à travers les difficultés, les tendances, la mode au féminin à l'époque qui ne lui a pas souri, quoi. Non. C'est pas une femme qui tombait dans l'image de l'époque. Ça continue toujours, ça. Il y a quelque chose chez une fille qui ose chanter jusqu'à la laideur, qui ose s'arracher les tripes comme ça, sans aucune conscience de elle-même, de juste lâcher, laisser aller, go, comme ça. Et c'est une fille très instruite. Elle a fait des beaux-arts, elle connaissait la poésie, elle connaissait l'histoire des femmes dans le blues comme une historienne. Elle dessinait ses propres vêtements, elle avait pris des cours de l'art. Cette bonne femme était super instruite. Elle arrive sur scène et ce n'était que l'émotion pure. Et c'est ça que j'aime bien chez elle. Et c'est pour ça que je voulais montrer ça dans ce spectacle. Car je trouve qu'il y a les moments où il ne faut pas être super belle sur scène. On peut se laisser aller jusqu'à cette laideur qui touche tout le monde et qui, pour moi, est à la racine de la vérité, de ce qui séjourne réellement dans l'âme. Vous me parlez là, j'ai l'impression de vous entendre à The Voice quand vous donnez des conseils aux chanteurs ou aux chanteuses qui essayent de se lancer. Vous parlez aussi souvent de vérité, c'est vous très insistez important. sur ces valeurs. Ah oui, absolument. Mais bon, on est là pour divertir aussi. On n'est pas non seulement pour se mettre... On peut aussi divertir et en profiter pour... Totalement. Il faut vraiment faire le bon dosage. Je crois que c'est ça que j'essaie de... C'est pour ça que vous avez accepté aussi de participer à cette émission. C'est parce que je voulais absolument pas un m'as-tu vu bazar. Hein. Je voulais absolument pouvoir faire mon métier de coach. Parce que j'ai déjà fait du coaching, le coaching dans l'écriture, le coaching en studio, vocal, comment écrire le rock and roll et comment le livrer sur scène, surtout pour les Européens, évidemment. Parce que parfois, je trouve qu'ils font un peu n'importe quoi. Parce qu'ils n'osent pas chanter dans leur langue, parce que c'est un petit peu plus difficile. On veut mettre tout sur l'étagère de facilité de l'anglais, et c'est lamentable. C'est les gens comme moi qui écoutent ça, qui disent « OK, well, combien de fois est-ce qu'on va dire c'est comme, c'est moi aussi, je t'aime, madame. Qu'est-ce qu'on s'aime? » Il y a un moment, ça va à courte dose. Mais... Donc, je les aide, et dans The Voice, j'ai fait la même chose. J'ai accepté de faire cette émission uniquement pour ce trait-là. En même temps, avec The Voice, vous savez ce que c'est que la télévision, on en a parlé tout à l'heure. Là, vous revenez vraiment à l'avant de la scène. En plus, ce sont des émissions qui sont très regardées, qui sont très populaires. Ça rebooste un peu votre carrière, j'imagine, vous le sentez? Beaucoup. Je suis très reconnaissante de cette boost, et ça vient uniquement à travers les personnes qui le regardent et qui me soutiennent davantage et qui m'encouragent de continuer dans mon métier, de continuer à divertir et faire cet échange qui est celle entre l'artiste et le public. Alors moi, je ne peux que le féliciter de cet soutien et féliciter, le remercier surtout de cet soutien. Donc le public, vous en avez besoin? Le regard du public. Les gens qui disent qu'ils font la musique pour eux doivent rester chez eux. Moi, j'ai fait la musique pour moi, évidemment, c'est ma thérapie, mais j'ai fait la musique pour les autres aussi.
c'est quoi ces beans, quoi. C'est pas honnête, hein, dis donc, je le fais que pour Ah, il y en a moi qui dans le mon disent. coin. Les gens, ils aiment ou ils aiment pas. Je dis, ben, numéro un, tu es sur scène parce que les gens veulent te donner cette opportunité. Alors, il faut toujours reconnaître son public, sinon ce n'est qu'un dickeneck. Comme on dit à Bruxelles. Un Est-ce dickeneck. que, ce sera un petit peu ma dernière question, est-ce que vous êtes apaisé maintenant? Vous retournez en Alabama de temps en temps? Il y a un festival, je crois, de musique. Comment ça se Oui, passe? oui, je viens de le faire d'ailleurs, c'est Ouais. le Chick Fest. Je le fais toujours. Vous retournez là-bas apaisé, la colère est Non, retombée? le mot apaisement, je ne sais pas si ça peut s'appliquer à ma personne. Je crois que oh, il y a les gens qui ont des allergies ou des maladies, comme le diabète, des trucs qu'ils doivent tout le temps un peu gérer. Ces trucs, ça fait partie de leur vie. Et je crois que le tourbillon qui est en moi, cet orage qui peut se soulever et s'apaiser, Il est toujours avec là. un oui ou un non, ça sera toujours en moi. Je crois pas, je crois que je ne serai jamais à 100% apaisée. Je retourne chez moi avec mes souvenirs, avec mes appréhensions, mais peut-être je retourne maintenant mieux armée et moins irascible, peut-être avec plus de pardon dans le cœur. Mais pardon ne veut pas dire Oublie. oublier et endormi. Il faut rester vigilant. Moi, je reste vigilant, voilà, quand même. Merci. Merci beaucoup, Bee Scott. Sure, Merci baby. beaucoup. Merci. Anytime.